Bonjour à tous et bienvenue au 43e débat du Café Citoyen, aujourd'hui consacré aux inondations. Nous remercions tous les élus du village des environs, les deux présidents des communautés de communes, de Rambouillet Territoire et des Portes-Auréliennes, d'être présents. Nous remercions aussi beaucoup de techniciens d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Avant de lancer notre débat, Renaud du Café Citoyen va nous rappeler notre charte et le fonctionnement de nos débats, notamment pour les prises de parole. Voilà, donc c'est assez rapide. On a trois principes qui régissent le déroulé de ces débats. Donc d'abord, on rappelle que toute opinion concourant au débat peut être exprimée librement après la demande de prise de parole. C'est pour ça que on vous a demandé de prendre un Bristol ou d'écrire votre prénom sur le Bristol. Si vous avez envie d'intervenir, vous vous levez. Moi, je vais noter les prénoms et redistribuer la parole dans l'ordre de demande afin que les gens ne s'impatientent pas, ils sont notés, et qu'on parle chacun à notre tour et qu'on puisse s'écouter. Il y a un des fondements de notre débat. Le deuxième point qui est très important, on est beaucoup, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de prises de parole. Je vous rappelle que les interventions se bornant à des polémiques purement partisanes, dogmatiques, sont contraires à l'esprit du café citoyen. Donc vous êtes invités à vous exprimer, mais on est là pour dialoguer et pour échanger. Enfin, le café citoyen ne doit servir aucune idéologie ou action politique et veut rester un libre espace de réflexion et de discussion. Voilà. Donc je redonne la parole à Alain qui a organisé le débat avec certains des collègues de l'association. Merci Renaud. Avant de lancer notre débat, il nous a semblé nécessaire d'organiser ce débat pour répondre aux nombreuses questions que se posaient les citoyens suite aux dernières inondations, sur les causes et aussi en matière de prévention. Nous vous proposons d'organiser le débat en trois parties. Une première partie du débat, comprendre ce qui s'est passé. Une deuxième partie, moyens à mettre en place pour atténuer les effets des inondations et les différents niveaux de responsabilité. Une troisième partie, gestion de crise, adaptation aux conséquences pour gérer l'inévitable, moyens de lutte contre les effets et quelle conduite à tenir. En introduction, nous allons projeter deux très courtes vidéos. La première pour nous rappeler en images ce que nous avons vécu sur notre territoire en 2016 et 2024. Et la deuxième va aider à mieux comprendre les inondations. C'est une vidéo produite par l'Office français de la biodiversité qui s'intitule « Des territoires mieux préparés aux inondations, c'est possible ». Nous passons à la projection.
Voilà, pour la deuxième vidéo. L'eau, c'est la vie. Mais pas toujours. Avec le dérèglement climatique, certaines pluies sont plus intenses et ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents. Nos façons de construire, d'aménager nos villes, de tout imperméabiliser, jouent également un rôle dans la multiplication des inondations, dans l'aggravation de leurs conséquences. Nous avons par exemple construit dans des zones inondables, là où depuis toujours, les rivières débordaient de façon naturelle. Face aux pluies intenses, une question se pose. Faut-il chercher à évacuer l'eau plus rapidement dans la pente pour éviter qu'elle inonde les environs? Faut-il au contraire la freiner pour protéger les habitations qui sont plus bas? Ce n'est pas une question facile. Pour mieux comprendre, rapprochons-nous de cette goutte d'eau tombée du ciel. Entraînée par son poids, elle glisse vers l'aval, le long des pentes de ce qu'on appelle un bassin versant. Quand il pleut beaucoup, les rivières qui traversent des prairies, des forêts, peuvent déborder. C'est un phénomène naturel et fréquent. Ces zones inondées, comme toute zone humide, favorisent l'infiltration de l'eau dans les sols. Elles se comportent comme des éponges. L'eau est ralentie en traversant ces zones grâce aux végétaux qui la couvrent. Regardez la même eau tombant en même quantité sur des cultures intensives ou sur des surfaces rendues imperméables par des routes, des zones commerciales, des villes qui ont rogné les espaces naturels. L'eau ne peut plus pénétrer dans les sols. Elle glisse, se concentre, prend de la vitesse et elle provoque cette fois des catastrophes toujours plus impressionnantes. La force de ces écoulements ne cesse de nous surprendre. Pourtant, en construisant toujours plus, nous avons rendu beaucoup de sols imperméables. Sur les pentes, en montagne, cette accélération de l'eau, beaucoup plus marquée, provoque de véritables désastres. Nous avons réduit les possibilités pour l'eau de s'infiltrer. Nous avons changé le tracé de nombreux cours d'eau, supprimé leurs méandres et leurs zones de débordement, supprimé des forêts, supprimé des haies, détruit des zones humides. Quant à cette question, faut-il chercher à évacuer l'eau le plus vite possible vers le bas pour éviter d'être soi-même inondé?
La réponse est non, dans la majorité des cas. Si nous accélérons l'eau, nous condamnons le voisin situé plus bas. Il existe d'autres solutions pour mieux nous protéger. Avoir déjà une vision d'ensemble de tout le bassin versant. Mieux prendre en compte les crues et les inondations qui font partie du fonctionnement naturel des cours d'eau. Éviter les constructions dans les zones de débordement des rivières. Et puis, pour freiner l'eau et l'infiltrer, il y a tout un éventail de possibilités. Espaces verts, tranchées, parking filtrant. On peut planter des haies, restaurer les méandres, planter sur les berges, sur les versants. Redonner de la place aux rivières en leur permettant de déborder dans des espaces naturels, loin des habitations. Ces solutions peuvent aussi encourager la biodiversité et limiter les effets du changement climatique. Si on veut réduire demain l'intensité et l'impact des inondations, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Voilà. Dans la dernière vidéo, il était question de bassin versant. C'est pourquoi nous projetons cette carte du bassin versant de la Drouette, issue du document synthèse des crues du MDVA. Jean-Luc Témoin nous a proposé de commenter cette carte, ainsi que la suivante. Jean-Luc Témoin a travaillé à l'ONF, où il était en charge de réserve biologique domaniale. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'attendais à avoir une table pour poser mon document, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous tourner le dos une partie du temps. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir, mais voilà. Alors, un bassin versant, là vous avez l'exemple du bassin versant de la Drouette. C'est d'abord un territoire sur lequel il pleut. Ensuite, ce territoire est délimité par une ligne de crête. Et toute l'eau qui tombe sur ce bassin versant arrive à un exutoire. Voilà, c'est défini comme ça. Tiens. Merci. Si tu veux faire face. Ouais. Voilà. Alors, et pourquoi je suis là? Parce que pendant quelques années, pendant 30 ans, je me suis occupé des réserves domaniales de la forêt de Rambouillet, et dont le marais du Cerisay, qui est une des sources de ce bassin versant. Et puis j'étais vice-président du SMAGER, c'est une autre source du bassin versant, c'est l'étang de la Tour. Alors, comment on caractérise un bassin versant? D'abord, c'est une surface, mais c'est aussi une forme. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est selon la forme du bassin, les crues sont plus ou moins rapides. Un bassin circulaire, l'eau arrivera beaucoup plus vite au point à l'exutoire qu'un bassin linéaire. Ensuite, vous avez une notion de relief. Alors ici, le relief est relativement faible. Hein. On doit aller de 180 mètres à 113 mètres avec Vernon, quelque chose comme ça. Donc ça fait une pente moyenne de 2 mm par kilomètre, non, je ne sais plus, mais de très peu ouais, très peu de distance. Ensuite, les pentes, il faut les caractériser. Ah oui, c'est ça, c'est 2 mm. Ouais, 2 mm au mètre. Donc c'est relativement faible. Ensuite, vous avez quelque chose qui caractérise le bassin versant, c'est la géologie. Ici, vous trouvez une géologie classique dans la région, c'est-à-dire que vous avez les sables de Fontainebleau. Dessus, vous avez l'argile abelière, quelque chose d'imperméable. Et puis en dessous, vous avez des marnes ou des calcaires, le calcaire de Beauce. Et bien évidemment, ces strates géologiques permettront à l'eau de rentrer plus ou moins facilement. Les sables, il n'y a pas beaucoup de problèmes, les sables, tout rentre. Les argiles lamelières, quand elles sont légèrement humides,
rien ne rentre. Et le calcaire, c'est un peu entre les deux. Géologie. Alors, excusez-moi, c'est pas simple. Alors, vous avez aussi quelque chose qui alimente les bassins versants, qui vient à la fois du bassin versant, mais qui est aussi une cause de problèmes, sont les nappes. Ici, on a la nappe de Fontainebleau qui est dans les sables. Alors, il faut savoir que ce sont des nappes profondes, plus ou moins profondes. Vous avez la nappe des calcaires de Beauce, qui est une nappe très profonde. Et puis, vous avez des nappes qu'on dit perchées. Ce sont des nappes qui sont coincées entre deux petites couches plus ou moins imperméables. Et c'est souvent ces nappes-là qui, quand elles sont saturées, regorgent. Et il se trouve que, par exemple, sur la Guelde, une grande partie de la partie haute de la Guelde, il y a beaucoup de résurgences et il y a beaucoup de nappes perchées où l'eau va sortir. Il y a des tas de résurgences un peu partout en forêt, mais là, c'est la partie où il y en a le plus. On va parler de l'autre carte, s'il vous plaît. Alors, pour un bassin versant, ce qu'il faut aussi considérer, c'est le mode d'occupation du sol. Alors, en vert, la forêt, en bistre, là, les terrains agricoles, et en hachuré plus ou moins foncé, l'urbanisation. Alors, vous remarquerez déjà, l'urbanisation, entre 50 et maintenant, le facteur est de 4% par an. Sur le bassin versant, l'urbanisation a augmenté de 4% par an. Bon, les zones imperméabilisées, les zones urbanisées sont imperméables, hein, c'est clair. Une goutte d'eau va à la rivière quasiment instantanément. Ensuite, vous avez la zone forestière et la zone agricole. En réalité, ces zones ne sont pas homogènes. On classe dans les zones agricoles aussi bien des grandes cultures que des vergers ou des prairies. En réalité, quand une goutte d'eau tombe sur un de ces sols, c'est totalement différent. Quand vous tombez sur une vieille prairie, qui a plus de 50 ans en général, l'humus, on va dire les 15 premiers centimètres, sont des véritables éponges, et ça, il y a très peu de ruissellement, voire pas. Il faut vraiment que le terrain soit saturé pour qu'une prairie commence à avoir un ruissellement. Sinon, ça absorbe énormément l'eau. C'est pareil pour la forêt. La forêt absorbe autant qu'une prairie, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus au mètre carré qu'un terrain agricole. Le delta est absolument immense. Pourquoi ? Parce que ce qui stocke l'eau, je parle dans la partie sol, hein, je n'ai pas partie du sous-sol. Ce qui stocke l'eau, c'est ce qu'on appelle la microporosité, c'est-à-dire que c'est tous ces petits trous qui sont faits par les vers de terre, et surtout par des tas d'animaux qu'on ne voit même pas. Et là, vous avez tout un réseau de capillaires, de petits tunnels, où l'eau est stockée. Et vous avez aussi un stockage d'eau dans cette partie superficielle, qui est un stockage dû à l'humus. Et l'humus, c'est une sorte de colloïde. Ça se gonfle et ça se dégonfle. Et plus vous avez d'humus dans un sol, plus il a capacité à stocker de l'eau. Et puis vous avez la nature du sol aussi. Un sol qui serait plutôt limoneux, plutôt argileux, limoneux, ça stocke aussi beaucoup d'eau. Et tout ça fait qu'en forêt et dans les vieilles prairies, je dis bien les vieilles prairies, on arrive à stocker 10 fois plus qu'en matière agricole. Ça, c'est pour le stockage de l'eau. Et puis, vous avez un stockage qui est plus profond. C'est le stockage un stockage géologique. Et dans les sables, l'eau descend jusqu'à temps que l'eau rencontre une couche imperméable. Et là, elle s'accumule en nappe ou elle ressort en résurgence en cas de plaie. Alors, dans le bassin versant, vous avez quasiment autant de forêts que de surface agricole. 46 de forêt, 44 d'agriculture et 10% d'urbanisation.
Et là, mais ils n'ont pas en réalité la même capacité à retenir l'eau. Il y a deux choses qu'il faut bien voir, c'est la capacité qu'a le sol à retenir l'eau, et puis la capacité qu'a le sous-sol à retenir l'eau. Ce sont deux choses différentes. Et en cas d'inondation, souvent, c'est parce que le sous-sol est complètement saturé, le sol aussi, et on se retrouve dans la configuration de sol urbanisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui peut rentrer. Et ça, c'est de la faute à personne, c'est complet, c'est complet. Hein. Alors, il se trouve que ce que vous voyez là, en gros, c'est insuffisant pour parler du bassin versant. Il y a tout un réseau de... Ça, ce sont les rivières. Vous avez un réseau de fossés. Vous avez un réseau de collecteurs. Alors, les collecteurs, en général, c'est des trucs un peu gros. C'est toujours d'origine artificielle. Les fossés aussi. Et il faut rajouter un réseau de drainage. Par exemple, moi, j'étais issu des bréviaires. Les bréviaires, c'était une région de vergers et de pâtures. Et quand on a pu inventer les drains en plastique après-guerre, ça a permis de mettre en céréales des zones qui étaient des pâtures autrefois. Donc le drainage agricole participe aussi, va dans des fossés qui vont dans des collecteurs et ça va dans les rivières. C'est une chose assez logique. Et en réalité, on a il y a une forte densité d'exutoires possibles. Alors, un peu moins en matière forestière, c'est pas que le forestier ne veut pas faire de fossé, c'est qu'il en a fait autrefois, mais aussi bien le forestier public que le forestier privé manque d'argent. Donc les fossés, il faut les entretenir. Et pour vous donner un exemple, les fossés routiers, il y a 850 km de route dans la forêt de Rambouillet, ça fait 1600 km de fossés, rien que des fossés routiers. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans les parcelles. Vous avez 10 000 km de fossés à entretenir. À supposer que vous le fassiez tous les 10 ans, ça fait 1000 km par an, c'est absolument infinançable. Donc en réalité, les fossés ne sont pas entretenus. Les fossés forestiers, voilà, ils drainent un peu d'eau, ils soignent, mais il n'y a pas de réel entretien. Oui. Si tu peux conclure. Un peu conclure. On donnera la parole. Ouais, d'accord. D'accord, la confluence, l'hydrographie, tant pis. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre que en matière de bassin versant, ce sont les activités humaines qui transforment pour des besoins socio-économiques le territoire, qui créent les problèmes. Ça peut paraître bizarre, mais quand un arbre tombe en forêt, on l'entend parce qu'il y a quelqu'un. Une maison est inondée parce qu'il y a une maison. On a quand même amené dans des territoires, on a construit des maisons à des endroits où il n'y avait pas de maison. Quoi. C'est un petit peu. Alors c'est de la faute à personne. On a fait la même chose à peu près partout. Hein. Donc et puis il faut rajouter à tout ça par exemple les stations d'épuration qui ont le mérite d'épurer nos eaux. Ben, elles rejettent beaucoup. Elles aussi. Elles font le taf. Elles sont payées pour ça. Hein. Le ruissellement forestier, le recalibrage. On a recalibré des tas de fossés. Les bièfres des moulins, tout ça, ça va en ligne droite, ça draine énormément. Enfin voilà, on a quand même accumulé au cours du temps tout ce qu'il fallait pour créer le problème. Et je voudrais dire une seule chose, c'est que pour résoudre ces problèmes, on peut les résoudre, mais il faut partir du bon endroit, hein, il faut partir en général de l'amont, tout doucement, et ne pas vouloir trouver une solution unique. Hein. La solution unique, c'est comme l'homme providentiel, hein, c'est une illusion. Par contre, la multi-solution de petites solutions qui ne sont pas forcément chères, il ne faut pas non plus, faut pas vouloir faire des choses énormes, eh bien ça peut apporter au bassin versant une vie agréable, écologiquement viable, c'est possible. Voilà, c'est ça à dire. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais... Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Merci. Alors nous allons ouvrir le débat. Dans le cadre de la première partie du débat, comprendre ce qui s'est passé, j'aimerais poser une question à Thomas Gourland, président de Rambouillet Territoire.
C'est une question que je suis obligé de poser tellement la rumeur a été persistante. Après l'inondation de 2024, a circulé une rumeur selon laquelle l'ampleur de l'inondation en aval avait été occasionnée par Rambouillet, qui, pour protéger la ville, aurait ouvert les vannes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci à vous. Bonjour, bonjour mesdames, messieurs. Avant de rentrer dans l'explication, en tout cas la réponse à cette question, vous dire que les épisodes d'inondation que nous avons connus en 2016-2024 nous ont profondément affectés. Je dis nous collectivement parce que tant les habitants que malheureusement j'étais obligé d'aller voir sur site à l'instant où ça pleuvait, où les caves étaient inondées, où les voitures étaient sous l'eau, la détresse qu'on a pu constater sur les territoires, eh bien, nous sommes très sensibles et nous avons pris la mesure et l'ampleur de la problématique dès 2016, nous, sur Rambouillet Territoire. Donc, m'associer vraiment à tous ceux qui, dans la salle, auraient pu ou ont peut-être subi plusieurs fois ces événements, vous dire combien nous sommes tous les élus très attachés à trouver des solutions de long terme. Bien. Alors, en 2016, pour ceux qui peut-être ont eu l'occasion de se rendre sur place, nous avons eu plus d'1 mètre d'eau au centre de Rambouillet, sur le quartier de Grousset, qui est le quartier qui est juste à côté du château, des caves inondées, enfin des dégâts assez considérables. Tout simplement parce qu'on a eu déjà un épisode en termes de fréquence et d'intensité qui était tout à fait hors norme. Et cet épisode pluvieux, comme l'a dit monsieur témoin à l'instant, est tombé sur une forêt qui était gorgée d'eau. Mais absolument gorgée d'eau. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, à ce moment-là, ont eu l'occasion d'aller dans cette forêt. Il n'y avait plus aucune capacité de rétention quand les pluies est tombée. Fort de cela, et mon prédécesseur Marc Robert a pris la responsabilité suivante de décider de vider les 4 étangs qui sont dans la forêt de Rambouillet, qui sont l'étang de la Grenouillère, du Moulinet, l'étang de Gruyère, du Coupe-Gorge, pour ceux qui connaissent. Et depuis 2016, ils sont vides. Tout simplement parce que la première réponse la plus immédiate, et en tout cas le premier effet efficace qu'on pouvait faire, c'était de vider ces étangs de manière à ce qu'ils jouent un rôle d'ouvrage hydraulique, donc de tampon, ça veut dire de pouvoir stocker l'eau, et donc les laisser vides la plus grande partie de l'année, de manière à ce qu'ils jouent leur rôle. Nous sommes en 2025, nous n'avons toujours pas l'autorisation administrative de l'État de vider les étangs. Ils sont vides, mais nous n'avons pas l'autorisation. Et depuis 2016, mon prédécesseur Marc Robert et moi-même rétorquons à l'État que si nous avons un choix à faire entre la préservation de la biodiversité, parce qu'en fait, ce qui est derrière l'interdiction de l'État, c'est de dire qu'il faut remettre de l'eau, parce qu'avant, il y avait tout un tas d'espèces, et florales et de faune, qu'il fallait protéger. Donc il faut remettre de l'eau pour protéger les espèces. Très clairement, mesdames, messieurs, je privilégie la préservation des biens et des personnes devant les espèces. Donc c'est vide depuis 2016. Mais nous n'avons toujours pas l'autorisation de jouer ce rôle des États. Ça vous donne une petite idée dans la complexité dans laquelle nous évoluons, l'ensemble des élus ici, pour gérer cette problématique. Bien, mais ça n'empêche pas qu'on a nos responsabilités, les étangs sont vides. Sur l'épisode de 2024, le dernier, qui vous a fortement impacté, qui nous a fortement impacté, parce que Rambouillet Territoire a été fortement impacté également, eh bien les étangs ont joué leur rôle de tampon. C'est-à-dire qu'ils se sont remplis jusqu'à être pleins, et ensuite, malheureusement, comme ça ne suffisait pas, ça s'est déversé dans la Drouette, ça s'est déversé dans la Guéville, enfin dans la Guéville plutôt, pour ce côté-là, ça s'est déversé dans la Drouette, et après, on a joué à plein, je dis pas au Rambouillet Territoire, la capacité de rétention, d'une part de ces étangs, ensuite de tous les ouvrages qui ont vocation à stocker les épisodes pluvieux dans tout ce qui est zone d'activité et création. Puisque maintenant, quand vous créez une zone d'activité, quand vous créez un bâtiment d'une certaine taille, le propriétaire privé ou la collectivité a obligation de créer des bassins de rétention. Vous avez ça au bord des autoroutes et ça partout. Et donc, on s'est lancé dans une deuxième vague d'investigation pour aller auditer l'ensemble de ces structures qui souvent sont soit pas entretenues, soit on en a perdu la connaissance, bref, pour jouer ce rôle. Donc ça, on a retenu l'eau au maximum. Et je tiens à vous le dire, et je sais que ça a été relayé, mais je vous le dis personnellement, nous avons fait le maximum pour rejeter le moins possible et assumer nos responsabilités. Mais l'épisode de 2024 était tellement intense que malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc, de nombreux villages ont été impactés. Alors, le long de la Guéville, pas dans l'ordre, hein, je suis désolé, mais Saint-Gazeran, puis Saint-Hilarion, Évancé, et puis ici, Épernon, c'est arrivé en masse. Et les communes ont été immenses et très fortement impactées, puisqu'il y a une route qui est coupée pour l'instant, qui n'est pas réparée. Sur la partie un peu plus au sud, sur la Drouette, Orsemont a été une nouvelle fois inondé, Sonchamp une nouvelle fois inondé. De l'autre côté du territoire, vous ne connaissez pas forcément, à Sainte-Même, tous les ans,
vous avez un hameau qui prend de l'eau dans les... Voilà, à cause du ruissellement, bref. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a fait en place? Les assises de l'eau ont été organisées par le département. Tout de suite après les inondations, on s'est mis en toute la table, on s'est réparti la tâche. Et on s'est dit qui fait quoi en fonction des territoires. Donc le parc naturel régional a pris sa part sur la partie est, qui concerne moins ici le bassin. Rambouillet Territoire est venu sur la partie ouest, donc il vient ici. Et puis le conseil départemental et l'État. Donc on est tout ensemble, on s'est réparti la tâche, on a essayé de trouver des financements de manière à pouvoir résoudre déjà les routes ou les villages qui ont été abîmés, puis aussi commencer à travailler des systèmes de long terme. Le deuxième grand volet, et après je laisserai la parole à mes collègues élus, on s'est mis ensemble assez tôt, même avant l'épisode de 2024, on a constaté la problématique bien avant, et on a décidé ensemble collectivement, en l'entendant le président des Portes Régaliennes, pour se dire qu'il fallait que le syndicat mixte de la Oise et ses affluents, présidé par Mme Devac ici présente, devienne finalement le bon outil, si je puis dire, pour pouvoir gérer ce problème des inondations. Et donc on a pris l'orientation politique que le syndicat, très prochainement, allait prendre cette compétence. On allait donner les moyens au syndicat pour qu'il puisse vraiment se projeter sur le long terme et pouvoir tout simplement faire les aménagements qui seront nécessaires, qui seront calculés posément. Donc voilà ce que nous avons mis en place. Donc je le redis, on a retenu au maximum les eaux sur notre territoire. Il faut battre en brèche, mesdames, messieurs, cette sorte de légende urbaine qui dit qu'on doit ouvrir les vannes du château de Rambouillet pour ne pas être inondé et que ça finisse chez vous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pas du tout. Maintenant, l'épisode était extrêmement intense et je pense qu'il n'y a pas malheureusement de solution. Je terminerai mon propos par vous dire que, je vais prendre un exemple très concret. Donc j'étais à Sonchamp, le soir même des inondations, et nous avons une réunion de crise un peu à chaud, notamment avec le monde agricole. Puisque le monde agricole engendre un certain nombre de ruissellements, et c'est comme ça, hein, vous l'avez expliqué, je veux dire, c'est pas de leur faute, c'est comme ça, quand on cultive des champs, ça retient moins d'eau, on ne peut pas rien y faire. Et je me suis retrouvé dans la salle de la mairie de Sonchamp, avec en face de moi donc le monde agricole, des habitants plus qu'excédés, et les services de l'État. Et j'ai tout le respect que je porte à l'État, mais voilà la réponse qui a été faite dans cette réunion. Où il y a des solutions pour cette ville de Sonchamp, pour ce hameau, on les connaît. Il faut faire un fossé à tel endroit, mettre un petit merlon, et une fois qu'on fait ça, on dit l'eau et c'est réglé. J'ai eu en face de moi la directrice départementale des territoires, la directrice adjointe, qui m'a répondu, Monsieur le Président, le sujet de l'eau est très important, on ne peut pas réagir comme vous le proposez là, il faut que nous fassions une étude qui prendra au moins 3-4 ans pour savoir si on a le droit de faire le fossé ou on a le droit de faire le merlon. C'est ça la réalité. Excédé, j'étais excédé d'entendre cette réponse-là parce que de l'autre côté, il y avait les habitants, on est allé sur place. Et là, on s'est retrouvé avec la directrice adjointe des territoires, moi-même, Madame le maire. Évidemment, les habitants tout de suite sont sortis de chez eux, nous le voyons arriver, avec les bottes aux pieds, les raclettes, grâce du salon qui est dans le jardin, qui est en train de... Voilà, bref, avec 50 000 euros, 5 000 euros de dégâts. Et notre directrice adjointe des territoires a vu la réalité. Parce qu'elle n'est pas élue, et elle n'est pas aux confrontations de l'interpellation qu'on a. Là, je lui dis, Madame la directrice, de l'expliquer à ces gens-là, ça fait 4 années de suite qu'ils sont inondés, il va falloir attendre 3 ans pour faire une étude pour savoir si on a le droit de faire le fossé ou petit merlon. C'est la réalité dans laquelle on est, et c'est pour ça que depuis 2016, nous n'avons toujours pas l'autorisation de remplir les étangs de Rambouillet, alors que c'est ça la solution. Donc, ce que j'appelle de mes voeux véritablement, c'est que on est tous concernés par ça. Et il ne faut pas en faire un sujet de clivage, de conflit. Les élus que nous sommes sont complètement mobilisés parce qu'on est très sensibilisés à ce qui vous arrive. Mais je voulais faire juste un petit focus sur les difficultés que nous avons à faire bouger les lignes. Et donc, et je conclurai là-dessus, on est confronté aussi régulièrement à une sorte d'injonction contradictoire qui d'un côté dit qu'il faut préserver l'environnement, préserver la faune, la flore, la biodiversité, et c'est très souvent en conflit avec des aménagements absolument nécessaires. Et personne ne tranche ce sujet-là, et se retourne souvent vers l'élu local en disant bah, « Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Et voilà dans quelle situation on évolue, donc il n'est pas question de se dédouaner, il n'est pas question de ne pas assumer nos responsabilités, parce que nous sommes là pour ça, nous allons trouver les moyens financiers, les moyens administratifs, les moyens juridiques pour faire avancer les choses, mais on n'est pas tout seul dans la barque, et parfois on est un peu freiné dans nos envies, donc ça va prendre un petit peu de temps, et quoi qu'il arrive, malheureusement le réchauffement climatique est là, et le temps d'apporter les réponses, on va continuer à subir des événements de cet ordre-là. Il faut se le dire, ça sera peut-être de moins en moins impactant, mais par contre les événements climatiques seront toujours présents, et ça il faudra que tous ensemble on trouve des solutions de manière constructive et pas de s'opposer les uns contre les autres, parce que ça n'a aucun intérêt, aucune efficacité. Merci beaucoup Thomas. Donc on va jouer le jeu du café citoyen. Donc là j'ai déjà un certain nombre de gens qui ont demandé la parole, donc on va faire circuler le micro. Vous avez vu qu'on est extrêmement nombreux, donc essayez de ne pas faire d'intervention trop longue pour que tout le monde puisse parler.
Et puis, les experts ou les élus qui sont là pourront évidemment répondre à vos questions ou réagir à vos réactions. Donc, dans l'ordre, j'ai une demande de Jean-Michel, je demande de Eric, de Christian, et le carton jaune, en fait, j'arrive pas à voir d'ici. Aurélien. Donc, on va commencer dans cet ordre. Et voilà, si après vous voulez réagir, n'hésitez pas à lever. J'ai vu que Willy a levé aussi. Bonjour à toutes et tous, j'interviens en tant qu'élu à Trou-sur-Drouette, mais aussi en tant que membre du Café Citoyen. J'ai participé à l'organisation de ce débat. Alors j'aurais deux questions, une première concrète, une question de terrain, et puis une autre un peu plus générale, pour qui peut lancer ce débat sur comment comprendre ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières inondations. Donc la question concrète, c'est lors du soir en 2024, en octobre, je crois que c'était le 10, si je me souviens, ou le 9, le soir même, à 2h du matin, j'étais devant l'école de la chevalerie avec mes collègues et on avait fermé la route à la circulation, mais visiblement l'eau commençait à stagner, le ciel était étoilé, on a tous conclu que ça n'allait pas aller monter beaucoup plus haut. Et à 2h du matin, il était 2h du matin, et nous sommes allés nous coucher de façon très confiante. Le matin, à 7h du matin, il y avait 20 cm à l'école de la chevalerie. Donc comment, alors j'entends bien ce que vous avez dit, j'entends bien ce que disent d'autres personnes à qui j'ai posé la question, mais j'aimerais quand même comprendre comment c'est possible qu'on ait passé en quelques heures à une telle inondation. Ça, c'est la question concrète. La question un peu plus générale, s'adresse évidemment à tout le monde, c'est est-ce qu'on peut faire la part de toutes les causes de nos inondations? On connaît les causes générales, le changement climatique, l'artificialisation des sols, les ruissellements et bien d'autres choses encore. Mais comment faire pour bien comprendre ce qui nous a affecté le plus? Et parce que pour prévenir, il faut savoir sur quoi agir en premier avant toute chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des études solides qui ont été lancées pour bien comprendre quelle part représente chaque cause? Si vous avez envie de réagir, levez la main, je vous redonnerai évidemment la parole, mais on va continuer un peu sur les demandes de parole. Donc Eric. Appuyer sur le bouton gris pendant quelques secondes. C'est bon? C'est bon. Ouais. Bien. Moi, j'ai bien écouté le discours de M. Bourlin, d'ailleurs, je suis très content de le voir. Enchanté. Mais je suis désolé, j'ai pas du tout ce récit-là ne me convient pas. Ne me convient pas pour une simple raison, c'est que moi, ça fait plus de 60 ans que je suis là, donc je connais bien la région. Je suis au Moulin d'Ameille, à Saint-Hilarion, je pense que vous avez déjà entendu parler de moi. Il me semble, encore une fois, je me trompe peut-être, c'est possible, mais que les causes de ces inondations ne sont pas ce que vous dites. Moi, il me semble que les quatre étangs qui sont en amont, de mémoire, quand j'étais jeune, j'y allais là-bas. Effectivement, les étangs étaient pleins. Aujourd'hui, ils sont vides. Il me semble qu'à partir de 2016, il y a eu des travaux qui ont été faits à hauteur de 800 000 €, à savoir, il y a eu, pas des écluses, mais des vannes qui ont été installées. Ces vannes, a priori, devaient servir à arrêter l'eau, pour que les étangs puissent supporter justement ces crues. Il s'avère que, moi j'y suis allé plusieurs fois, j'ai même discuté avec des ouvriers qui étaient en charge de construire ces vannes. Il s'avère que ces vannes sont toujours restées ouvertes. Toujours. J'ai pas vu une journée, j'ai pas vu une nuit où les vannes sont restées fermées. Bon, alors, moi je pose la question de savoir d'abord à quoi ont servi ces 800 000 € de travaux pour créer ces vannes. J'aimerais avoir une réponse, je pense que vous allez pouvoir nous la donner. Et puis j'aimerais savoir pourquoi, effectivement, par exemple, moi je me suis déplacé le 18 et le 24 octobre, le jour de ces deux inondations, parce que moi je suis bien concerné par le Moulin d'Ameille, je peux vous dire que les inondations je connais bien. Donc je me suis déplacé à Rambouillet, et puis je suis allé voir les bassins de rétention. J'ai pas pu m'en approcher, parce que les gendarmes faisaient ceinture, on ne pouvait pas y aller, interdit.
Alors, je me suis déplacé à 8 heures le soir, et puis je me suis dit à minuit, je vais peut-être pouvoir y aller. Je suis retourné à 1 heure du matin. Et là, comme par hasard, le bassin d'épuration, le bassin de rétention, vide, totalement vide. Ce qui s'appelle totalement vide. Après, je suis allé à la station d'épuration. Il s'avère que je connais pas mal de monde, et puis je me suis un petit peu renseigné aux stations d'épuration. La station d'épuration, effectivement, elle a reçu une masse d'eau. Et puis à 1h03, elle a lâché, parce qu'elle ne pouvait pas tenir, effectivement, la flotte qui est arrivée du bassin de Rambouillet. Elle n'a pas pu tenir le coup. Donc elle a lâché sur la Guéville. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un tsunami. D'abord, Les termes sont un peu forts. par monsieur dans la propriété de monsieur Plan, d'abord par la Bélandrie, après la propriété de monsieur Plan, après la mienne, et puis après c'est arrivé sur Épernon. Alors, plus loin. Alors comme c'est arrivé à Épernon, effectivement, après il y a eu... Je pense qu'on a bien compris le point que vous avez soulevé. On pourra vous donner la parole après si vous voulez. Pas de Il faut problème. tourner à d'autres personnes et après je vous donnerai la parole pour faire un truc un peu global. Donc là, on a vu que le problème des vannes était en langage. Vous êtes, pas d'accord avec ce qui a été présenté. On redonnera la parole à la Comcom. Et aux gens des syndicats, s'ils veulent s'exprimer. Hein. On est là pour échanger. Je vous rappelle, dans cette première partie, on essaie de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Il y a 2 autres parties. Donc essayez de ne pas être trop long. On voit aussi les aspects de prévention. Christian. Oui. Je voudrais d'abord, Christian Tirlois, je suis président de l'association de protection des vallées de la Drouette, de la Voise et de l'Eure aval. On travaille depuis 2014 sur ces problèmes-là et on a découvert 2016 la crue. Et puis 2024, à nouveau la crue. Mettez pas trop près le micro. Voilà, Oui. un petit peu plus bas le micro. Voilà, D'accord, ok. on entend très bien. Alors je voudrais d'abord intervenir sur la carte que vous nous avez présentée, là, le monsieur Dasmager. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'appréhender les problèmes en présentant uniquement une carte sur le bassin de la Drouette. Le bassin hydrographique de la Drouette est une réalité, c'est certain, mais il faut y additionner aussi le bassin hydrographique de la Voise et il faut y additionner aussi l'embouchure, c'est-à-dire le secteur du bassin de l'Eure aval entre Lormay et Maintenon. Parce que c'est un ensemble qui fonctionne. C'est ça qu'il faut effectivement aborder. Ce n'est pas simplement le petit cours d'eau de la Drouette. C'est un ensemble de bassins hydrographiques qui a surtout une particularité. Et cette particularité, je pense que les gens de Rambouillet n'ont jamais mesuré cette particularité. C'est que les Yvelines, la forêt d'Yvelines, le terme Yveline lui-même veut déjà dire gorgée d'eau. C'est une forêt gorgée d'eau. Et je pense que Rambouillet territoire, dans son mode d'artificialisation et de construction d'immeubles, comme au Grousset, n'a pas compris au point de départ qu'il construisait dans des zones humides, des zones inondables par nature. Le Grousset, c'est une ancienne peuplerée. Et vous avez construit dans une peuplerée, alors qu'une peuplerée est une zone par excellence pleine d'eau. Donc c'est pas étonnant non plus qu'on retrouve des problèmes pareils. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas vouloir se défausser d'une histoire de l'urbanisme dans notre secteur, qui à partir d'un secteur gorgé d'eau, on est venu artificialiser beaucoup dans ce secteur-là, que ce soit en termes d'urbanisme ou de zone industrielle d'ailleurs. Donc on a modifié complètement la donne de ce secteur. Alors nous travaillons effectivement sur ces 3 secteurs, parce qu'il me semble vraiment important, parce que le résultat de ces descentes d'eau, de ruissellement vers le secteur effectivement de l'Eure aval, et en fin de compte, on a ce qu'on appelle la possibilité d'un cumul de crues. Or, on a pu déjà vérifier en 2016 et ici en 2024, c'est que la Drouette, ou la Voise d'ailleurs, quand elle rencontre le secteur de l'Eure aval, si ce secteur-là se remplit d'eau, eh ben, la Drouette a du mal à rentrer et a du mal à pénétrer dans ce secteur-là. Parce qu'il a une particularité, ce secteur de l'Eure aval, c'est qu'il est déjà plein de plans d'eau. Ça veut dire qu'il n'est plus possible d'absorber l'eau dans les sols. C'est plein de plans d'eau. C'est un secteur couvert de plans d'eau. Donc effectivement, entre les deux, eh ben, on a une Drouette. Mais il ne faudrait quand même pas oublier que cette Drouette, elle a un passé historique quand même assez particulier. Ce n'est plus la petite rivière d'origine, c'est devenu un canal.
c'est devenu un canal de 6 à 8 mètres de large par endroit. Il était pensé comme navigable. Donc il faut se rappeler qu'en 1680, il y a eu une modification complète de ce canal. Or, ce canal a effectivement des effets de débordement et de ruissellement incongrus à l'époque actuelle, parce qu'effectivement, ce canal n'a plus d'utilité d'origine comme c'était prévu. C'était uniquement pour faire descendre les grandes barges, pour transporter les pierres et construire le viaduc. Le viaduc n'existant plus, ben moi je commence effectivement à me poser la question, ce canal mérite-t-il encore d'exister? Parce qu'effectivement, la nature des travaux que nous avons à engager, il faut effectivement l'engager sur un ensemble de territoires et sur une réalité historique qui a modifié complètement notre territoire. Je n'irai pas plus loin pour l'instant. Merci Christian d'avoir ajouté des éléments qui montrent la complexité de la situation et qui déjà abordent des questionnements sur le futur. Donc ensuite, on avait Aurélien qui voulait aussi intervenir. Oui, bonjour, Aurélien Ferret, donc élu à Drous-sur-Drouette, adjoint aux travaux, maraîcher avec le marais qui prend tout son sens. Et Groussaillon de naissance, donc on se rejoint sur certaines choses. Voilà. Alors, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, M. Gourland, parce qu'il y a un angle mort dans tout ce que vous avez dit, c'est le droit. On a le droit d'eau, qui est un droit absolu en France, qui descend du féodalisme complet. Il a échappé à la Révolution française, puis au Code civil napoléonien, ce qui fait que nous, élus, qui sommes à portée de fourche et de bâton, comme vous dites, on se heurte au droit d'eau. C'est-à-dire que certaines personnes, j'irais qualifier de VIP très importants, ont des droits d'eau. Donc entre Gazan et Saint-Hilarion, il y a quand même un étang qui cumule un contenu d'eau supérieur à vos 3 étangs que vous citez, hein, sans vouloir insister. Donc il faudrait quand même aussi, je pense que dans vos discours, on peut accuser les services de l'État qui veulent protéger la biodiversité. Moi, je suis un bon élève, je suis maraîcher bio, j'ai un marais bio, tout se passe bien, je suis moins inondé parce qu'on n'a pas construit dedans, parce qu'on nous l'a interdit, nous en Eure-et-Loire, on ne peut pas construire dans les marais. Étant Groussaillon, j'ai connu 2016, j'ai été littéralement sauver mes grands-parents qui habitaient 2,50 m d'eau, la voiture noyée. J'ai tout de même une question, comment est-ce possible qu'avec 60 mm supérieur en cumul d'eau, il n'y ait pas une goutte d'eau cette année-là? Enfin, j'accuse personne, mais je pense qu'il y a des solutions qui ont été trouvées dont nous ne profitons pas et qu'il faudrait quand même qu'on ait un peu plus de transparence. Comment expliquer que la Guéville est quasiment pas débordée, mais que la Drouette, qui est quand même beaucoup plus petite, en partant de chez vous dans les Yvelines, arrive chez nous complètement folle, avec un emballement en pleine nuit. Voilà, j'ai besoin de... Voilà, je vais clarifier, je rentre pas dans les complots et les théories fumeuses, mais j'ai quand même beaucoup de témoins, de gens de chez nous, qui se plaignent d'un tuyau qui aurait pompé quelque part et renvoyé au Bel Air. Alors, je me dois en tant qu'élu de vous poser la question, histoire qu'en public elle soit traitée et qu'elle ne revienne pas aux redondances. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même un angle mort, c'est le bon droit. À un moment, le droit privé ne doit pas primer sur le bien commun. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc là, on a déjà 3 points. Ce que je propose, est-ce que quelqu'un veut réagir à ces points, ou est-ce qu'on continue à faire passer la parole? J'ai déjà 4 autres demandes. Celle de Willy, celle de Magali, celle de Frédéric, celle de Tatiana. Donc là encore, des interventions courtes. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, il faut que j'apporte un certain nombre de réponses. Alors, je vous passe la parole. Merci, je prends mes lunettes parce que là, j'ai donc malheureusement pu y échapper. Alors, je reprends pas forcément dans le désordre, mais dans l'ordre de l'écoulement. Première question, ce qui était au sujet des étangs, donc de la forêt de Rambouillet. Bah oui, effectivement. Est-ce que les vannes, voilà, alors je vous explique. Quand je vous ai dit qu'on n'avait pas l'autorisation du service de l'État, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, les 800 000 € de travaux que vous avez judicieusement fléchés sont des travaux de renforcement des digues. C'est-à-dire que pour qu'on puisse classer ces ouvrages comme la capacité de rétention, c'est-à-dire que jouer le rôle tampon, il faut évidemment s'assurer que les digues puissent résister au fait que l'eau se remplisse à coup pour la stocker. Ça s'appelle un ouvrage hydraulique et donc il faut qu'on obtienne l'autorisation. Et donc la première étape, c'était de mettre des vannes, tout simplement parce que ça permet de la fermer lorsqu'on décide de retenir l'eau. Et puis une fois que l'épisode pluvieux est passé, que les rivières sont revenues dans leur lit normal, si je puis dire, on peut réouvrir la vanne pour vider l'étang. Donc ça sert à ça, ces vannes. Donc ces vannes sont ouvertes, sauf que pour l'instant, comme on n'a pas les autorisations, je n'ai pas le droit de les fermer. Je n'ai pas le droit de les fermer, parce que la responsabilité serait engagée, soit pas vérifier que les digues pourraient retenir l'eau. C'est pour ça que je vous dis qu'on est 9 ans qu'on attend l'autorisation de enfin elles jouent leur rôle. Donc elles sont installées, et elles ne jouent pas leur rôle, ce que vous avez constaté. Néanmoins,
l'épisode de 2024 était tellement important en intensité que même si la vanne est ouverte, le temps s'est quand même rempli. C'est ça qui s'est passé physiquement. Donc en fait, c'est comme une baignoire, vous remplissez, si le robinet vous l'ouvrez plus fort que la bonde, comme si la bonde évacuait l'eau, la baignoire se remplit. Donc c'est ça qui s'est passé. D'accord, c'est pas ce que vous avez vu, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que mes services m'ont rapporté. Après, si vous avez posé une question sur les étangs de rétention, les étangs de rétention de... Attendez, chacun son tour. Donc les étangs de rétention de la zone d'activité du Bel Air, et ça me permet de parler du tuyau justement que vous avez évoqué là. Effectivement, nous avons aussi stocké l'eau sur la zone de Bel Air-la-Forêt, donc autour de Carrefour. Plusieurs bassins de rétention, dont un gros bassin qui a été mis en œuvre par Rambouillet Territoire, qui est le bassin de rétention de Bel Air-la-Forêt, la zone qui est de l'autre côté, en phase d'expansion. Pour éviter que la Drouette, on récupère trop d'eau dans la Drouette, on a mis ce tuyau pour mettre de l'eau et le stocker dans ce bassin de rétention, puisqu'en fait il était loin d'être plein. La zone d'activité, on l'avait surdimensionnée, donc on a stocké de l'eau, donc on a envoyé de l'eau depuis la Drouette dans ce bassin pour pas trop en mettre dans la rivière en attendant que le flux redescende. D'où l'existence de ce tuyau, qui marchait dans l'autre sens en fait. C'était pour stocker l'eau et pas pour le déverser. Donc ça c'était cet élément-là. Ensuite je reprends la station de la Guéville qui déborde. Alors le sujet de la station de la Guéville, qui est donc à Gazan, vous connaissez sûrement tous, dans le virage en bas, donc a été dimensionné pour à peu près un équivalent de 50 000 habitants, donc ça veut dire qu'on est tranquille pour 25 ans, puisque Rambouillet fait 28 000 habitants, donc on a la capacité d'absorber l'urbanisation. Mais malheureusement, la ville de Rambouillet n'est pas parfaitement séparatif. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'endroits dans Rambouillet dont l'eau pluviale finit dans le système d'assainissement, et la capacité de la station, même si elle était toute doublée, il y a un moment elle ne peut plus, et quand elle ne peut plus, elle passe et ça verse, ça finit dans la gueule. Donc ça, malheureusement, l'intensité le fera. Alors on a de bonnes nouvelles quand même, parce qu'on a constaté que finalement, il y avait le tuyau qui traverse le parc du château, qui emmène à cette station, qu'on appelle le napoléonien, la date de Napoléon. Donc il est dans l'état qu'il est, donc on va complètement le refaire cette année ou plus tard l'année prochaine, dès qu'on a les autorisations, parce qu'en fait, il récolte énormément d'eau du parc du château, qui finit dans la station. Donc on va pouvoir normalement quand même amoindrir cet effet-là. L'artificialisation de Rambouillet, monsieur, quoi vous dire? C'est un héritage. Moi, je suis né en 1973. C'est pas moi qui ai décidé d'artificialiser la région de Rambouillet. Je crois qu'aucun de nous ici n'a pris cette décision. C'est là, il faut faire avec. Donc après, effectivement, le constat, je ne suis pas expert, hein, vous êtes sûrement mieux que moi, mais bon, ok, ça a été artificialisé, mais il faut quand même aussi... Moi, je vais difficilement dire à Madame le maire de Rambouillet, Madame le maire, il va falloir réduire le nombre d'habitants, parce que c'est trop artificialisé. Enfin, c'est pas raisonnable, si vous voulez. Donc, il va falloir faire avec, mais il va falloir aussi traiter à la parcelle le sujet des eaux pluviales. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra faire. Mais on ne peut pas changer l'histoire. Hein. Elle est derrière nous, elle n'est pas face à nous. Les 20 cm, monsieur, sur les 20 cm que vous évoquiez. Hein. Attendez, monsieur, je termine, et après je vous laisserai le maître de cérémonie distribuer la parole. Pour les 20 cm, je ne suis pas expert encore une fois, mais je pense que la raison est la suivante. L'eau est tombée chez nous, elle n'est pas tombée chez vous, et le temps tout simplement de transiter fait que vous avez cet effet retard entre le moment où vous dites vous êtes couché à 2h en disant ça va, on est épargné, et le lendemain matin où l'eau est arrivée, elle n'arrive pas immédiatement, et quand elle arrive après, l'effet retard est là. Sachant que les effets de rétention du bassin des 4 étangs de Rambouillet ne concernent pas la Drouette, mais concernent la Guéville. Donc c'est-à-dire que ça a eu un impact sur la Guéville, mais pas un impact sur la Drouette. Donc la Drouette, on n'a pas de système de rétention pour l'instant. Malheureusement, ceux qui sont au sud du bassin sont plus exposés que nous sommes, mais ça fait partie des éléments qu'on devra travailler. Enfin, je termine, si je n'ai rien oublié, sur le sujet du droit d'eau. Alors oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un impensé de ma part, simplement c'est étape par étape. Mais il est évident que dans la réflexion qu'on va mener, je sais que le syndicat le fait déjà, dans l'entretien des berges notamment, quand on passe les domaines privés, il faut rappeler aux habitants, aux propriétaires qu'ils ont des devoirs. Et qu'effectivement, moi je suis désolé, il va falloir trouver des solutions, mais il n'est pas question d'imaginer qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour retenir l'eau, et qu'un grand propriétaire privé lui décide à ce moment-là de dire moi j'ouvre les vannes parce que je ne veux pas être inondé. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable en termes du droit et même de la moralité. Donc après, c'est compliqué à mettre en œuvre. Le propriétaire est chez lui, il faut pouvoir le contrôler. Mais sachez qu'on a bien identifié cette problématique et qu'elle fera inévitablement partie de la solution. S'il n'y en a pas une solution unique, il y aura multiples solutions. Il faudra adresser ce sujet. Je crois avoir rien oublié. Merci Thomas. Donc là, on a un petit peu abordé les aspects qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter pour la suite. Donc il faut vraiment qu'on puisse parler de ça. Donc s'il vous plaît, c'est bien d'échanger vos propos, mais on garde du temps pour ça. Willy. Oui.
Oui, bonjour. J'habite Épernon depuis 2016 dans la rue de la Madeleine. En 2016, il y a eu un événement que vous n'avez pas cité dans les vidéos, c'est l'effondrement de la route de Boulard. C'est une zone qui n'est pas inondable. Les fortes précipitations, alors dans les détails techniques, je ne sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que bon, il y a eu un effondrement assez grave qui a nécessité des travaux. Personnellement, le lien que je fais avec moi, c'est que je suis au pied de la Diane. Et la Diane, bien sûr, elle a une histoire aussi. C'est les anciennes carrières. Sur les anciennes carrières, il y avait du sable. Et donc, quand on remonte le terrain au-dessus des maisons, il y a beaucoup de sable. Depuis 50 ans, depuis la fin des carrières, plus de 50 ans maintenant, 70 ans, les arbres ont poussé. Il y a des arbres qui probablement dépassent les 30 mètres. Et certains arbres s'inclinent, j'en ai fait couper déjà 3. Et je pense qu'il y a un risque, et avec les très fortes pluies que j'ai pu observer, parce que vous les avez toutes constatées, il y a aussi un risque qui n'est pas l'inondation, mais qui peut être... voilà, c'est un risque, et je voudrais savoir s'il est pris en compte. Merci. On continue les questions, et puis si des gens d'Épernon ou du syndicat veulent intervenir, surtout, vous me dites, je vous passe la parole. Donc après Willy, Magali. J'interviendrai sur la partie prévention et... C'est pas grave, allez-y, on peut commencer maintenant. L'idée, c'est que voilà, c'est pas grave si on revient sur un peu un sujet, mais abordez ce que vous avez à dire, vous avez la parole, il n'y a pas de raison que. Bonjour, alors. Appuyez sur ce truc. Appuyez et après plus toucher. Oui, ça marche. Bonjour, alors moi je suis acteur économique d'une commune juste à côté d'Épernon, qui s'appelle Anche, qui fait partie de la communauté de communes portoriennes d'Île-de-France. Et en fait, moi j'aimerais soulever un sujet qui est très périphérique et qui remet des choses un peu en perspective. Alors effectivement, j'entends, et je vous remercie messieurs d'ailleurs, les présidents, les élus, messieurs les maires qui sont présents ce soir et qui accordent énormément d'importance au sujet. Mais moi, en tant qu'acteur économique, j'aimerais soulever un autre sujet qui a l'air d'échapper un petit peu à tout le monde, en dehors évidemment de toutes ces préventions et tous ces risques qu'il faut prendre en considération. C'est tout ce qui est assurance et sur le territoire aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que les assurances, elles sont aujourd'hui en train de cartographier sur l'Hexagone toutes les parties, pas seulement pour notre région d'ailleurs, ou notre département, mais toutes les parties qui vont devenir inassurables. Et alors, je voudrais témoigner ce soir, plutôt que de prendre un parti qui que ce soit, mais en tout cas, expliquer que moi, en tant qu'acteur économique, donc nous avons été inondés en 2016, nous avons été inondés en 2024, donc ce qui veut dire perte d'exploitation, perte de productivité, etc. Donc on est quand même acteur économique. Et aujourd'hui, on me dit, écoutez madame, je suis désolée, mais on va vous radier une deuxième fois, et à défaut d'être radié, eh bien écoutez, vous devenez inassurable. Nous, on en arrive aujourd'hui à une situation précaire en termes d'assurance. J'ai une petite hôtellerie, restauration et event sur la commune de Anche, et nous sommes inassurables. Donc là, aujourd'hui, on a un vrai problème de fond. Moi, je le dis à la collégiale, et là, je sensibilise nos élus. C'est-à-dire qu'on arrive à la croisée des chemins, et moi, stratégiquement, sur le pilotage stratégique de mon entreprise, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue? Je continue pas? Si je deviens inassurable, pour parler chiffres, pour vraiment que tout le monde soit sensibilisé et aller au bout du bout, en 2016, nous avons eu une perte relativement colossale qui a représenté 300 000 € de rénovation sans perte d'exploitation. En 2024, enfin 2025 aujourd'hui, ça représente plus de 500 000 € hors taxes sans perte d'exploitation. Vous comprenez bien qu'à plus d'1 million d'euros, aujourd'hui, les assurances, plus personne ne veut de nous. Alors la seule solution qu'il va y avoir aujourd'hui, parce que vous imaginez bien que je n'ai pas laissé ça là, c'est de pouvoir avoir éventuellement des perspectives de pouvoir aller se faire assurer à l'étranger, où on vous dit, écoutez, oui, on va regarder sur Google Earth où vous êtes, et puis on va vous assurer, mais on ne va pas prendre tout en considération. Moi, j'ai une piscine, j'ai un tennis, non, on n'assure ni la piscine ni le tennis, ça ne nous intéresse pas.
La piscine de tennis, ça représente quand même un certain montant d'investissement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème territorial qui n'est pas nécessairement sur la région Centre-Val de Loire, mais on va devenir inassurable. Merci beaucoup pour ce témoignage et partager cet aspect-là. Frédéric. Bonjour, donc je suis élu à Saint-Hilarion et je voulais juste faire une remarque concernant l'entretien des rivières. On a un syndicat, le SN, j'arrive jamais à le dire, donc, l'ancien syndicat des Trois-Rivières. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés plusieurs fois et qui m'ont demandé en tant qu'élu de la commune de leur signaler les endroits sur la Guéville où il y avait des embâcles. Donc il y en a un certain nombre, surtout sur Saint-Antoine. Peux-tu préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un embâcle? Alors les embâcles, c'est quand par exemple des arbres tombent en travers de la rivière. Et donc ça retient, en cas d'inondation, de forte pluie et d'un courant assez fort, ça retient les branches qui arrivent d'ailleurs, et les branches, les feuilles, etc. Et donc ça crée des barrages si on veut. Et donc je leur ai signalé, mais malheureusement, on est confronté encore à un problème juridique. Le syndicat n'a pas de pouvoir de police, donc le syndicat peut écrire, vous m'arrêtez si je me trompe, madame, le syndicat peut écrire donc aux propriétaires riverains en leur demandant de nettoyer, d'enlever ces embâcles, d'enlever les arbres, etc., de couper les arbres morts qui risquent à nouveau de tomber, mais le syndicat n'a pas de pouvoir de police. Je me suis rapproché de la police de l'eau, qui est un organisme d'État. La police de l'eau m'a répondu, alors ils ont le nom police, mais n'ont pas de pouvoir de police là-dessus. Ils ne peuvent pas intervenir non plus. Donc c'est assez amusant. Donc j'aurais demandé, qu'est-ce qu'on fait? La personne que j'ai eue à la police de l'eau m'a dit, mais c'est le maire de la commune qui doit exercer son pouvoir de police. Parce que, sachez les choses, mesdames et messieurs, c'est que dans une commune, tout retombe toujours sur le maire. Tout le temps. Il est là, il pourra vous en parler. C'est toujours le maire qui a tort, c'est toujours le maire qui ne fait rien, etc., etc. Donc c'est un petit peu facile de dire ça, mais donc le pouvoir de police, c'est celui du maire. Mais le maire lui-même a des tas de soucis pour pouvoir exercer son pouvoir de police, demander aux riverains d'évacuer les arbres et de faire éventuellement constater par la suite que ça n'a pas été fait. Donc on a des tas d'embâcles sur cette rivière et il ne se passe absolument rien. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus, parce que peu de gens le savent, ça ne se voit pas parce que c'est au milieu des bois, etc. Et les gens ne font rien. Bon, merci Frédéric. Tatiana. Est-ce que quelqu'un voudra réagir parmi les élus? Quelqu'un voudra réagir? Oui, bonjour. Je fais partie aussi de l'association de protection des Trois-Vallées, de la Voise, de la Drouette et de l'Eure-Aval, qui est une association qui s'est créée à la base avec un objectif premier, c'était celui de parler de la création d'un SAGE, un schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Du côté des Yvelines, vous êtes plutôt informés, puisqu'en général, c'est des procédures que vous mettez en place. En tout cas, on a des personnes qui sont assez exemplaires sur ces domaines-là, qui sont aussi des personnes prêtes à venir de notre côté du département pour expliquer la démarche d'un schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Et je vais profiter pour une fois qu'on a cette opportunité d'avoir à la fois des élus de notre communauté de communes et en même temps de Rambouillet, puisque justement notre territoire d'eau dépasse une limite administrative, on l'a bien compris. Et merci à vous pour votre pédagogie aussi, je dirais, éducation populaire. Ce serait sympa d'arriver à faire cette éducation populaire avec nos élus de la Comcom pour justement mettre en place des projets cohérents de territoire. On a des outils, on a des schémas d'aménagement de gestion de l'eau, on a des collectivités assez proches de nous qui l'ont déjà fait, qui sont exemplaires, qui sont prêts à venir nous soutenir. Souvent, on remarque que le schéma d'aménagement de gestion de l'eau s'organise quand c'est la crise, quand les citoyens ont ce besoin, ils le remontent aux élus. Ça fait 10 ans qu'avec notre association, on vous en parle. On était dans la prévention. Oui. Donc aujourd'hui, je vais profiter de ce moment pour dire, appel à témoins, je vous demande solennellement la création d'un schéma d'aménagement de gestion de l'eau.
C'est un moyen de mettre tout le monde sur la table, les élus, les acteurs économiques, les citoyens, les associations, et de nous y intégrer réellement, pour de vrai. Enfin, faudrait démarrer. Parce que démarrer un sage, on en a peut-être pour 10 ans. Pour le mettre à jour, enfin pour le faire sortir de terre. On a un vrai gros travail. C'est très clair. On va passer la parole aux élus pour qu'ils... Et dernier outil également, puisque j'ai la parole, j'en profite. Allez-y. Le GEMAPI, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc le GEMAPI, divisé en 2 domaines. D'un côté le GEMA pour tout ce qui va être le génie végétal, la ripisylve, l'oxygénation de l'eau, etc. Et le PI, c'est la prévention inondation. On se rappellera tous de la réunion de Saint-Hilarion de 2017, où on nous a présenté le GEMAPI avec l'acteur privé Veolia qui a été mandaté pour présenter ce programme. On a terminé la réunion où on nous a présenté que le GEMA. Et nous, on est sortis du PI. L'analyse a été faite sur 2 ans, entre 2016 et 2017. L'inondation a eu lieu au bout des 1 an d'études. Donc, on ne va pas recommencer la réunion de Saint-Hilarion. On était 300 personnes, on est sortis tous en colère. Donc, depuis, on s'est organisé. Donc, ça va être très simple. Aujourd'hui, on a des problèmes, on a des acteurs économiques qui ont des problèmes pour s'assurer. Et là, vous n'avez pas les gens de Maintenon, mais ils sont concernés aussi. Et à Maintenon, ils sont en colère, ils ont plein de problèmes aussi avec leur assureur. Donc maintenant, c'est pas difficile. Ou on crée un consortium de 10 personnes pour aller en justice, et on avance avec le droit, le pénal. Ça va être long, fastidieux, on va dépenser de l'argent et c'est la politique politicienne. Ou on répond au programme de cohérence territoriale. Et je vous demande solennellement aujourd'hui d'acter la création d'un schéma d'aménagement de gestion de l'eau qu'on vous réclame depuis 10 ans. On était dans la prévention, il faut passer à l'action. Merci. Merci, on a bien compris cette demande. Donc je vais passer la parole à des élus, soit des permis, soit de la Comcom, ou aux deux, pour que vous puissiez vous exprimer. Bonjour tout le monde. Oui, je voudrais répondre au sujet de la route du Boulard. Mettez pas trop près les micros, s'il vous plaît, à chaque fois, ça c'est très bien. C'est une habitude que l'on a. Ouais, mais là, c'est très bien. Je sais, oui, je réponds parce que c'est vrai, il y a eu un éboulement en 2016, on est bien d'accord. Donc à partir de... à partir de là, bon, moi je suis passé maire en 2020, voilà, et la personne qui a été impactée, parce que ça a passé à travers sa maison, est venue me voir en me disant, monsieur le maire, faites-moi quelque chose, ça ne peut pas continuer. Et c'est là que j'ai pris la décision de faire... Parce que c'est en haut, le plateau de la Diane, on est bien d'accord. Il y avait l'eau qui venait s'infiltrer en dessous et qui venait justement descendre jusqu'à la route du Boulard. Donc la décision elle a été prise, c'est de faire un fossé. Il y a eu un fossé de fait. Il est vrai qu'on a été un peu rapide parce qu'on avait oublié de mettre les autorisations. Ça a été bloqué, mais on a continué ce fossé qui d'ailleurs, on a découvert on a fait appel à l'archéologie, on a découvert justement des choses assez importantes, quoi. Mais ce fossé, je peux vous dire qu'en 2024, il a vraiment réagi. Il a retenu l'eau au-dessus. Il a vraiment retenu. Je peux vous le garantir. D'ailleurs, c'est pas fini parce qu'on va continuer, on va travailler là-dessus. Maintenant, concernant les arbres, j'entends. C'est vrai que la rue de la Madeleine, je sais qu'il y a des arbres, il y en a qui sont tombés et tout, et je suis d'accord avec vous. Mais sachez qu'on est dans un SPR et que dans une ABAP, et dedans, il y a des arbres, on a des arbres remarquables. Et les arbres remarquables, on ne peut pas y toucher. Je regrette, mais il faut demander l'autorisation. On ne peut pas dire au propriétaire, votre arbre là, il me gêne, allez-y, coupez-le. On est obligé de demander des autorisations pour pouvoir obtenir. Parce que c'est considéré comme des arbres remarquables. Voilà. Mais je comprends ce que vous dites. Enfin, moi aussi, je suis inquiet. Hein. Parce que quand je passe la rue de la Madeleine et quand je vois tous ces arbres et quand il pleut et tout, je suis le premier inquiet. Croyez-moi. Mais en plus, c'est des propriétaires, c'est du privé. Donc il faut relancer, c'est ce qu'on a fait, on l'a relancé. Maintenant, ben voilà où on en est. Mais on n'est pas resté à attendre que ça se passe. Mais je reconnais, hein. Vous savez que, voilà. Vous pouvez passer à votre voisin, président de la Congrès. Et sur les aspects prévention, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Je vais quand même répondre. Bonsoir à tous, Stéphane Moine, président de la Communauté de communes et premier vice-président du département. Je voulais répondre, madame, à ce que vous avez évoqué, et le SAGE et la GEMAPI. Le SAGE, vous savez comme moi qu'il faut un périmètre. Donc déjà, il faut trouver le bon périmètre sur le SAGE.
On est en discussion, ça se discute. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps avec M. Gourland et M. le préfet d'Eure-et-Loire. Pour le moment, on bloque un peu sur le périmètre du SAGE. C'est gentil, mais laissez aux autorités politiques ce schéma-là. Laissez-moi finir. Laissez les gens parler, s'il vous plaît. Laissez-moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, madame, je vous connais. Je sais, mais vous me laissez finir de parler, s'il vous plaît. Sinon, je vous laisse parler toute seule. Donc, sur le SAGE, il y a une réflexion, mais avant d'arriver au SAGE, etc., on a engagé depuis 3 ans, avec la communauté de communes, avec l'agglomération de Rambouillet, un travail de partenariat qui commence à se mettre en place, puisque le syndicat qui le SNDVA reprend la compétence GEMAPI, que vous évoquiez, à partir du 1er janvier prochain. Donc il faut déjà laisser la chance sur ce travail de proximité, parce qu'aujourd'hui, ce que demande tout le monde, c'est vraiment de la proximité, et ce travail de proximité. Parce que ici, vous évoquez Saint-Hilario, vous évoquez Épernon, on a des échelles beaucoup plus grandes. Je peux vous assurer que ce qui s'est passé à Auneau pendant les inondations, c'était pareil. Ce qui s'est passé à Villiers-le-Maurier, c'était pareil. Donc il y a une vision globale de nos territoires, en association avec Rambouillet Territoire, qu'on doit mettre en place et qu'on commence à mettre en place. Donc ça avance. Je vous me laissez finir, s'il vous plaît, monsieur Tirlois. Non, je m'énerve. Bon, je crois que c'est énervé. Je vous demande de ne pas intervenir Voilà. pendant que les gens parlent. Deuxièmement, la GEMAPI. Je veux quand même rappeler à tout le monde ici que l'État nous a transféré la compétence il y a 5 ans. Jusque-là, les inondations de 2016 ici, c'était une compétence de l'État. Donc nous, on s'est retrouvés avec une compétence sans agent, sans argent. Il a fallu qu'on remette ça en place rapidement. Donc on a bien avancé. On a 2 syndicats sur le territoire des Portoriennes aujourd'hui, avec le SEBV pour la partie nord, association avec Dreux, avec EPN, enfin Port de Normandie, qui travaillent, et le SNDVA sur la partie sud, qui ont tous les deux la compétence GEMA, et PI en plus pour le SEBV à partir du 1er janvier prochain, et le SEBV sur le nord a déjà la compétence GEMA-PI. Donc on est en train de mettre en place, vous savez comme moi que ce travail, ces procédures, c'est pas instantané, il y a un temps fort. On a la première digue à Nogent-le-Roi qui est classée, puisque l'État nous a refilé aussi les digues, en demandant une étude complète. C'est 1 million d'euros. D'accord. La taxe GEMA-PI nous rapporte 500 000, rien que la digue de Nogent, c'est 1 million d'euros. D'accord. Et c'est la première digue sur notre territoire qui est classée, etc. Donc il y a un effort qui est fait, évidemment, et vous savez comme moi, que ça prend du temps, que tout n'est pas instantané. Thomas l'a dit tout à l'heure, évidemment qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps. Donc sur les Portoriennes, on a lancé une étude de ruissellement. Vous avez dû en entendre parler, à l'échelle globale du territoire, en association avec les territoires limitrophes, pour voir quels sont les travaux nécessaires à la politique de travaux. On ne peut pas raisonner endroit par endroit. Donc on a une vision globale, et ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, qu'il n'y a pas une solution, c'est une multitude de solutions. Mais évidemment, je partage cette analyse, et cette étude qui a été lancée aura un retour dans 12 mois, avec évidemment l'association de l'OFB, l'association de la préfecture, et même la VTT qui s'est servi de leur cahier des charges pour lancer l'étude sur d'autres territoires. Donc il y a un progrès. Évidemment, les choses ne se font pas instantanément, mais elles avancent. Voilà ce que je voulais dire. Et après, je passerai la parole à Je m'inscris parfaitement dans ces propos, compléter 2 éléments que je pense qu'il faut que vous ayez connaissance. La GEMAPI que vous évoquez, madame, donc gestion des milieux aquatiques, GEMA, prévention des inondations, puis le législateur a laissé des zones d'ombre. Et en fait, la compétence GEMAPI dont on a hérité sans aucun moyen, et qu'on essaie d'exercer au mieux, ne comprend pas le ruissellement agricole. C'est comme ça. Et donc là, il y a un trou dans la toile. Et pour l'instant, je vous le dis, on se renvoie tous un peu la balle, et c'est pas responsable, et je l'assume, sur le fait que le ruissellement agricole ne rentre pas dans cette compétence. Et donc, sur l'échelle de votre territoire, de mon territoire, je pense que partout ailleurs, les élus sont responsables et ils ne vont pas laisser ce trou dans la toile. On ne peut pas continuer à dire, c'est pas moi, c'est l'autre, et puis vous laissez inonder, c'est pas possible. Donc on va forcément conventionner avec le monde agricole pour trouver des solutions, mais elles ne sont pas juridiquement fondées. Ça veut dire que si on se retrouve face, par exemple, à des propriétaires fonciers agricoles qui refusent, eh bien on n'a aucun levier, me disait Frédéric, encore moins que ce que disait Frédéric Rouet tout à l'heure, ce n'est même pas l'instrument juridique. On ne sait pas quoi faire. Deuxième remarque, à l'échelle de mon territoire, je travaille du bas vers le haut. Vous allez me comprendre. Je me méfie beaucoup de tous ces grands raouts que peuvent organiser l'État sur des plans d'aménagement généraux qui prennent un temps fou, qui sont sur des temporalités effectivement à 10-15 ans, et qui pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. Et très clairement, ensemble ici sur le territoire, le partenaire du bas, c'est-à-dire qu'on va d'abord bien travailler avec le SNDVA, le sujet GEMAPI sur notre territoire,
Et derrière le sage, il y a aussi des enjeux. C'est gestion de l'eau. Donc, gestion de l'eau, c'est gestion des inondations, mais c'est aussi gestion de l'assainissement et c'est gestion de la ressource en eau. Et ce que l'on ne veut pas, très clairement, en tout cas moi, ce que je ne veux pas, c'est que si on met en place ce sage, qui peut être un outil en principe intéressant, ça vienne diminuer, ou en tout cas ponctionner la production d'eau qu'on peut avoir sur le territoire au bénéfice d'autres territoires. Et donc le périmètre est fondamental. Et donc c'est à ce titre-là qu'effectivement, ensemble, on a dit au préfet que c'était pour l'instant pas l'outil qui nous semblait le plus efficace. On va travailler concrètement sur notre territoire ensemble avec le syndicat, et on va agir concrètement, parce qu'on est ensemble, on est là, proche du terrain, et d'ici un an, on a abondé le fait de lancer une étude pour qu'effectivement nous aider à réfléchir sur le bon périmètre du sage, savoir son efficacité, à quoi ça servirait, et surtout à quoi ça servirait concrètement, mesdames, messieurs, pour vos problèmes rapidement. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver devant vous. J'espère qu'il n'y aura rien d'ici 10 ans, mais si on se retrouve avec un épisode comme ça, et que je reviens de nouveau ici en vous disant, le sage, on l'a commencé il y a 4 ans, encore attendre 6 ans avant d'agir, je suis désolé, c'est pas acceptable. Donc voilà, c'est comme ça qu'on agit. Ça ne dit pas que l'outil n'est pas intéressant, ça dit que pour l'instant, on a choisi politiquement de le faire de plus proche du terrain avec le syndicat. Merci. Christian, rapidement, et puis après, à nouveau, Aurélien. Et, voilà, je voudrais aussi qu'on parle un peu des mesures oui, qui ont pu être prises. Excusez-moi, mais de par mon historique, puisque avant j'étais sur la Mauldre, il y a eu création d'un sage il y a 15 ans. Il ne s'est rien passé. Les élus de tout ce secteur-là n'ont pas voulu mettre effectivement en œuvre le sage. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a une longueur d'avance sur vous, c'est qu'on vous fait une proposition d'échelle, c'est-à-dire de rassembler à la fois le bassin hydrographique de la Drouette, celui de la Voise, mais aussi celui de l'Eure-Aval, le secteur entre Nogent et Maintenon, parce que c'est là, c'est l'embouchure de ces deux affluents. Or, vous n'êtes pas censé ignorer que vous engagez en même temps des travaux importants dans ce secteur-là, qui sont effectivement la création d'un viaduc par rapport à Nogent, mais en réalité, vous le vendez comme le plus long viaduc d'Eure-et-Loir, mais vous oubliez de dire c'est le plus long talutage d'Eure-et-Loir est bien plus long que le viaduc. Et ces talus vont faire un effet de blocage des crues qui vont se produire à cet endroit-là. De plus, en 2025, il n'y a pas très longtemps, notre président Lemoine, effectivement, a signé des accords avec quelques élus de ce secteur pour faire un deuxième barrage, c'est-à-dire qu'on va à nouveau étendre les talutages SNCF, les agrandir, et on va obliger l'eau à passer par un réduit, qui est tout simplement le pont SNCF, qui ne fait que 50 mètres de large. Donc un premier frein aux crues, ne laissant passer que 400 mètres d'eau en termes de crues, et qui va être réduit une deuxième fois à 50 mètres. Alors on est en train de créer un scénario qui, vis-à-vis de nous, avec notre Drouette, avec notre Voise, vont rencontrer effectivement une élévation des lames d'eau en termes de cumul des crues. Ce qui nous pèse vraiment dans notre avenir proche, c'est ce cumul des crues que vous n'êtes pas capable de considérer suffisamment à l'avance. Donc, moi je dis, il y a urgence à créer ce sage, mais en prenant en compte un territoire dans lequel il y a exactement les mêmes types d'enjeux et qui sont interactifs entre eux. Il n'y a pas à chercher d'autres territoires. Christian, c'est très clair, vous avez donné votre point de vue. Aurélien, et après je passerai la parole à M. Lemoine. Oui, voilà. Je voulais aussi voir, parce qu'il y a pareil... Il nous reste à peine un quart d'heure. J'ai vraiment pour 1 minute. Alors, il y a aussi bon, 2-3 trous quand même aussi dans la raquette, là. C'est que quand on nous présente des règles et tout ça contenant les rivières, on ne prend pas la nature de la rivière en compte. C'est-à-dire que nous, par exemple, la Droue, entre la Guéville et la Drouette, on a une énorme hétérogénéité des berges, notamment les berges anthropiques. Là, vous avez en face de moi Eric qui demanderait qu'à nettoyer ces berges anthropiques qui sont creusées par l'homme, donc qui ont tendance à s'envaser et qui n'ont aucun moyen de se dévaser. Il y a quand même quelqu'un qui a pondu que quand tu prends quelque chose au fond de la rivière, je passe outre la destruction des milieux, mais que le fait que ce que tu enlèves de la rivière devienne un déchet toxique. On sait qu'elle n'est pas belle, la Guéville, mais quand même, bon voilà. Hein. Et il faut quand même qu'il y ait quand même un peu une gestion de ça. Il faut quand même savoir, soit on a augmenté le prix des impôts
sur le foncier non bâti. Donc nous, les propriétaires de marais, on l'a pris de plein fouet, hein, on l'a financé le bâtiment, il n'y a pas de problème, on est d'accord, payer des impôts c'est normal, tout ça. Mais par contre, on nous met des bâtons dans les roues. Moi j'ai une partie des berges de son moulin qui sont à ma gestion, et quand un arbre tombe et qu'il arrache tout, je suis sommé de l'enlever, c'est normal, puisque je bloque et que j'inonde mes voisins en amont. Par contre, je n'ai pas le droit de restaurer, de creuser ou d'impacter le fond de la rivière. À un moment, il faut quand même partir du principe que de l'étang de la Tour jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'Eure ou le Loir, je ne sais plus, la Drouette, elle est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des berges publiques. On ne peut pas travailler à Maintenon comme on va travailler à la sortie de l'étang de la Tour. Ce n'est pas le même objectif. Voilà. Je pense qu'il y a une erreur. Et après, je vous entends dire qu'il faudra se concerter avec le monde agricole. Je suis agriculteur, je peux en parler. Si vous donnez le bar aux alcooliques, ils vont tout boire. Et quand ils auront plus soif, ils vont tout vous envoyer dans la rivière. À un moment, la loi fait ordre. Là, il nous manque quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas de préfecture. Le préfet, c'est le shérif. C'est le seul mec pour qui on ne vote pas, qui est censé dire, mettons-nous d'accord, ma parole fait loi. Et c'est le seul qui n'est pas là aujourd'hui pour débattre avec nous, parce qu'il n'est pas là pour débattre, il est là pour trancher. Et à un moment, il faut quand même que nos élus fassent pression à la préfecture aussi, parce qu'on a quand même ce problème-là. Avec l'agriculture, le SMDVA, Madame Devin ne pourra pas me... On en a parlé, on a constaté un certain nombre d'irrégularités en tant qu'on les change, des fossés créés complètement illégalement. Nous, quand une mairie le fait, on nous met en demeure de le faire disparaître. Quand on rend une vanne, on nous met en demeure, avec le SMDVA et le travail qui va à la Palombe ou ici derrière, de revenir à l'état d'origine. Le seul qui n'a pas ce devoir, c'est le monde agricole, dont je fais partie, je précise. C'est pas une critique. Mais attention, il y a deux niveaux d'agriculture, quoi. Il faut faire attention que ceux du haut du plateau ne coulent pas ceux du bas. Et c'est un peu mon cas. Voilà. Et je pense que François sera d'accord avec moi aussi. Aurélien, merci. On voit encore la complexité des responsabilités à les différents niveaux. Je vais passer la parole à Stéphane. Merci. Et évidemment, monsieur, on ne peut que partager ce que vous voulez me dire. C'est pour ça que, à mon sens, la proximité est la première étape sur laquelle nous devons travailler ensemble. Et on se comprend mieux quand on se rend compte, plutôt que de faire passer par des grands principes généraux qui remontent là-haut et qui redescendent pas tout à fait comme on les a fait monter. Ça, c'est une chose. Je voulais reprendre les propos de M. Tirlois. Donc, le document que j'aurais signé, je veux bien le voir, parce que je n'ai signé aucun document. Que vous avez évoqué, un document que j'aurais signé, je veux bien le voir, parce que je n'ai signé aucun document dans ce sens-là. Deuxièmement, l'accusation que vous portez sur le viaduc, l'ADDT et autres, vous avez fait 2 recours au tribunal qui ont été plus que rejetés, ils n'ont même pas été regardés. Moi, je les ai eus. Donc, vous me laissez finir. Donc, vous avez fait des recours. Il y avait une voie submersible qui avait été prévue. Dans ce cas-là, on aurait eu un impact fort sur les risques d'inondation, parce que la voie submersible amenait des risques beaucoup plus importants. Voilà. Le choix qui a été fait a été aussi pour préserver les risques d'inondation. De plus, il y a le coulis, le premier rivière, sur lequel il y a un petit pont pour éviter de bouger sa forme. Donc, tout a été étudié. Je peux vous dire que la DDT a travaillé dessus, etc. Mais c'est vrai que vous êtes plus fort que la DDT. Ok, je vous rappelle qu'on est là pour discuter, pour s'écouter, pour partager des informations. On voit que c'est un sujet particulièrement complexe. Beaucoup de gens ont été affectés, donc c'est des sujets très sensibles, mais essayons de garder quand même la possibilité de s'écouter. J'ai une demande de parole de Pascal. Oui, bonjour. Moi, je suis à Boinville et bien sûr, on a été impacté en octobre dernier par l'inondation, puisque pour la première fois, j'ai vu l'eau monter jusqu'à notre logement, enfin notre maison. Alors, depuis que je surveille la Oise, parce que j'ai un point d'observation idéal, je vois en même temps la qualité de l'eau, je vois la réaction de la rivière au phénomène climatique. En permanence, je note, je fais des graphiques, après j'interroge JCRU, j'interroge les précipitations, notamment on a la chance d'avoir une station météo à Hou. Donc je vois bien comment la rivière réagit. Et je me souviens, il y a 20 ans, avoir interrogé le technicien de rivière qui m'a dit la grande difficulté qu'il avait à travailler avec les paysans qui en permanence détruisaient les petites zones de retenue d'eau
les petites zones humides, etc. etc. Bon, alors, depuis, le monde agricole, enfin, puisque la Voise est traversée essentiellement des terres agricoles, bon, il y a quelques zones qui sont artificialisées, des zones industrielles, etc. Là, c'est pareil, j'ai regardé les bassins de retenue, par exemple, au Gué-Hongrois, là où il y a l'usine Classe qui s'est installée, j'ai regardé le bassin de retenue par rapport à la surface artificialisée. Moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule, hein, c'est clair. Alors, sur le plan de la qualité de l'eau, je constate une dégradation permanente de la qualité de l'eau de la Voise. Et dès qu'il y a une petite pluie, une petite précipitation, il y a énormément de matière organique qui s'en va dans la rivière. J'ai fait des prélèvements et c'est absolument effarant la quantité de matière organique que l'on retrouve qui se dépose sur 5 litres d'eau. On va arriver à avoir 5 mm de matière organique dans le fond du récipient. C'est quand même énorme, hein. Donc il y a vraiment, moi, à mon avis, il y a un angle mort dans notre réflexion, c'est notre mode de développement général. Et tant qu'on n'a pas interrogé ce mode de développement, on ne résoudra jamais la question des inondations, parce qu'en fait, on se mord la queue. C'est le dérèglement climatique, on sait, dont on connaît tout à fait son origine, et tant qu'on connaîtra, tant qu'on continuera dans cette voie-là, on ne résoudra jamais rien. Moi, je vous le dis, que ce soit les élus, tout le monde, il faut qu'on soit conscient de cette chose-là. Si on passe par-dessus cette question-là, on ne résoudra jamais la question. Voilà. Merci Pascal. Jean-Pierre a demandé la parole. Après, je passerai la parole à Eric. Je ne sais pas si c'est Baptiste demandé ou si c'est Mathieu et Adeline. Et on arrive à la fin du débat, donc s'il vous plaît, des interventions courtes, je suis désolé. Oui, je voulais donner des informations, enfin une information concernant la gestion de crise ou la gestion des alertes. On n'en a pas encore parlé, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Quand on parle de mettre en place des moyens pour régler les prochains effets des inondations, c'est sûr que tous les schémas dont on a parlé, les sages, les papilles ou autres, aussi bien que la mise en place de cet outil commun que effectivement on attendait, on est content qu'il existe avec le SNDVA, qui aura désormais la compétence PI de GMAPI, ça prend du temps. Je pense qu'il est extrêmement important, en parallèle, de pouvoir faire communiquer tous ces acteurs. C'est la première fois qu'on a vraiment tous les acteurs autour de la table. La communauté de la Rambouillet, les porte-auréliennes, les élus locaux, les élus du 78. On a vraiment tout le monde autour de la table et je trouve que ça, c'est le point positif. Et dans ce point positif, on a des outils que le préfet insiste, la mise en œuvre, l'équivalent de ce qu'on a dans les communes, c'est-à-dire les plans communaux de sauvegarde. Désormais, les comités d'agglo et les porte-auréliennes, les communautés de communes sont obligés de mettre en place également un plan communal, un plan de sauvegarde intercommunal, ce qui veut donc dire qu'il faut très vite remettre l'humain dans le système, parce que chacun va avoir son plan, chacun va pouvoir lancer des alertes, gérer les crises, mais ce qui nous intéresse, nous, à notre niveau, en tout cas dans le sens amont-aval, c'est qu'on puisse avoir des échanges avec toutes ces structures. Alors, on a commencé à établir des contacts humains, j'allais dire. Hein, on s'est déplacé, merci M. Gourland, on a pris les bottes, on est allé voir ce qui se passe là-bas. On a pu constater, nous, élus du Sud, ce qui se passait avec les élus du Nord. Et on voit bien que tout le monde a envie d'agir. Et pour la population, il faut aussi dire qu'on souhaite voir les résultats de ces axes de communication qu'on va établir entre nous. On n'a que 2 points de mesure des débits et de la hauteur d'eau entre la Voise et la Drouette, ce qui paraît vraiment impossible pour pouvoir faire une réelle gestion de crise. Le SNDVA est en train de travailler rapidement, et je sais qu'ils le font, sur la mise en place de capteurs nouveaux pour bien connaître quelles sont les hauteurs sur les différents secteurs. Comme vous dites, il peut pleuvoir beaucoup à Rambouillet, avec un effet chez nous.
pleuvoir très peu en Bouillet, avec un effet chez nous différent, parce qu'en fait, tout dépend à l'endroit où l'eau tombe. Donc, il faut avoir une vue en temps réel et rapide de toutes ces hauteurs d'eau et de débit d'eau, de manière à ce que l'information soit fluide entre tous nos acteurs institutionnels. Et moi, je compte là-dessus. Et le pouvoir police dont parlait l'élu de Drou-sur-Drouet, le pouvoir de police du maire, on peut l'appliquer. Donc si sur ces sujets-là, on constate des choses et on arrive à faire circuler l'information entre nous tous, je pense que le citoyen ne pourra être que content. Mais là, on est sur du très court terme. Et je pense qu'on peut le faire. Et on est d'ailleurs en train de vouloir le faire, n'est-ce pas? Merci. Jean-Pierre, je suis content de savoir que c'est grâce au Café Citoyen que vous êtes tous réunis pour discuter, donc on est utile. Eric, une intervention rapide, s'il te plaît. Oui, très rapidement. Bien, moi j'ai entendu tous ces discours qui sont fantastiques, on est en pleine communication, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord, on va faire tout ce qu'on peut, mais je m'aperçois que depuis 2016, j'ai pas vu grand-chose de changer. Voilà. Ça fait 10 ans presque, hein, même plus que 10 ans. J'ai rien vu. Moi, sur le moulin d'Ameille, je suis toujours inondé. En 2016, j'avais 80 cm. En 2024, en 2024, j'avais 1,20 m. Alors, on peut réagir, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut communiquer, on peut on peut faire des études, on va encore faire une étude. Moi, j'ai vu des mecs en 2007 qui sont venus 3 heures chez moi, qui ont fait une étude pendant 3 heures. Et puis, ils sont revenus en 2024, ils ont fait une étude pendant 4 heures. Qu'est-ce que j'ai donné? Rien. Que dalle. J'ai rien vu. Alors effectivement, on va encore faire des réunions. Très bien. Et moi, ce que j'attends, c'est des résultats à court terme. Alors le monsieur tout à l'heure, il nous a dit, il vient de nous dire qu'effectivement, il y a le pouvoir des maires. Qu'est-ce qu'ils font les maires? Qu'est-ce qu'ils font les maires? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Alors effectivement, c'est les privés qui ont besoin par rapport à leur berge de nettoyer, de faire... C'est vrai, c'est entièrement vrai. Mais quand le privé ne le fait pas, le pouvoir du maire, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un arrêté qu'on peut faire. C'est le pouvoir de police. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. On entend. Je vais passer la parole à Adeline et après je te passe après la parole, Jean-Pierre. Adeline voulait prendre la parole et puis tu pourras répondre sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez été directement interpellé? Alors, bonjour. Alors, moi, j'habitais rue du Grand Pont, si certains connaissent. Et moi, aujourd'hui, je suis venue pour justement essayer de chercher des réponses. Parce que je suis là aujourd'hui avec aussi beaucoup d'émotions. Ça va faire bientôt 1 an. Je suis jeune maman. J'ai vu l'eau monter chez moi. J'ai eu beaucoup d'eau chez moi, dans ma maison, avec ma petite fille. Il était dans les alentours de 2h, comme disait... voilà, je crois que j'étais arrivée à 2h25. Vers 4h, j'étais coincée sur la route. Voilà, donc il y a j'aurais beaucoup de choses à dire, des choses négatives, mais aussi des choses positives. Hein. Voilà, il y a quand même eu de l'entraide dans la ville, il y a eu un service qui s'est fait. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses positives. Mais là, de tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est très intéressant, hein, il n'y a pas de souci quand on parle des causes, etc. Mais moi qui est habitante, il y a certains mots, c'était trop compliqué pour moi, trop complexe. Moi, là, je vous parle en tant qu'habitante qui a connu la détresse. J'ai vu des gens, j'ai vu le service de gendarmerie par exemple, mais j'ai pas vu, excusez-moi, hein, mais j'ai pas vu de politique. J'ai vu certains élus, mais j'ai pas vu de politique, il n'y a pas eu de réponse. Et en fait, tout simplement, le fait de savoir qu'on est sur un territoire qui peut être inondé, juste le fait de savoir qu'il y avait des grandes précipitations, vous avez un super site, par exemple, hein, on va s'appuyer sur des choses qui sont bien, et Pernon, il y a quand même un site avec plein d'informations. Est-ce que l'information n'aurait peut-être pas pu être mise, je sais pas, la veille au soir, quand les routes commençaient à être fermées? Voilà, en fait, on se serait peut-être dit la veille au soir, je sais pas, on va essayer de monter quelques meubles, tant pis, on va pas dormir ici ce soir, mais on protège la petite. Enfin voilà, moi, je me questionne aussi sur des vraies actions qui auraient pu être mises en place pour des gens qui ne connaissent peut-être pas toutes les connaissances, les conséquences, mais qui auraient peut-être pu être protégés un peu mieux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, alors on a 2 personnes. Merci de partager. On sent la détresse chez les élus. Je vais répondre. Je comprends la détresse de madame. Rue du Pont, hein, c'est bien ça. Oui, alors nous, en tant qu'élus, on a été vraiment surpris à la vitesse que c'est arrivé. Pour alerter, ça n'a pas été évident. Mais je le reconnais. On est bien d'accord. Donc ce que disait M. Ruot, on va mettre en place justement des sondes radar pour vous alerter bien avant.
Il y a Vigicru aussi, madame. Hein, vous connaissez? Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne me sauve pas. Voilà, on est responsable, c'est un fait, mais on a été, nous aussi, impactés. Vous savez, ça a été très très vite, hein, croyez-moi. Hein, on ne s'y attendait pas non plus. Mais on va tout mettre en œuvre, justement, pour avertir bien avant, pour que vous puissiez remonter. Aussi bien les voitures, il y avait des voitures, le 9 octobre, elles ont été complètement inondées. Après, on a eu une deuxième inondation le 18. Hein. Bon, là, les voitures ont été retirées, parce qu'on a eu le temps d'alerter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec vous. Moi, franchement, je me mets à votre place et on mettra tout en œuvre. Voilà. Merci pour ça. Jean-Pierre, vous aurez parlé. Je prends Au sujet de la gestion des alertes, je l'ai peut-être pas dit suffisamment fort. Il n'y a que deux radars qui existent sur la Voise et sur la Drouette. Et le syndicat va investir dans des nouveaux radars pour avoir l'information au bon moment et faire en sorte que l'on puisse relayer l'information entre nous tous et prévenir la population quand il y a une vague qui va arriver. Et ça manque. Et on va travailler très rapidement. Là, c'est du très court terme parce que il faut acheter, quoi. Bon, vous voyez, la présidente du syndicat me dit avant la fin de l'année. Bon, voilà. Alors, je voulais répondre en 2 secondes au sujet du pouvoir du maire. Bon, la France est compliquée, les relations entre les différentes institutions sont compliquées. Comme disait Stéphane, quand ça descend, ça descend pas bien. Quand ça remonte pas bien. Dans le cadre du pouvoir du maire, qui a le pouvoir de police sur son territoire, il peut normalement intervenir dans tous les cas. Sauf que, il faut dans certains cas, et c'est le cas pour la gestion par exemple des embacs, il faut avoir le décret du préfet qui autorise le maire à prendre le pouvoir de police. Nous avons le décret du préfet depuis le mois de juin sur notre territoire. Donc on peut le faire. Voilà. Alors, mais ça avance lentement, la France, c'est comme ça. Alors moi, sans attendre cette autorisation, j'ai déjà écrit à des propriétaires sur le territoire de ma commune en leur intimant l'ordre d'enlever les embacs sur leur propriété. Donc on peut malgré tout le faire. Et là, on n'est plus dans le cadre de l'exercice légal parce que je ne l'avais pas. Mais maintenant, je l'ai, donc je peux le faire. Donc sachez que les maires le font. Il faut savoir ça. On arrive à la fin, donc je vais passer la parole à Alain pour une petite conclusion et je vous remercie encore pour la qualité de votre écoute et de vos échanges. Oui, c'est une petite conclusion. Les crues de 2016 et 2024 nous ont rappelé notre vulnérabilité, mais elles montrent aussi, et nous l'avons entendu au cours du débat, la nécessité à tous les acteurs concernés d'agir ensemble pour un territoire mieux préparé face aux inévitables crues, entre guillemets, exceptionnelles de demain, qui finiront par ne plus être qualifiées d'exceptionnelles avec la modification du climat en cours. J'aurais terminé avec un mot pour les élus. Le Café Citoyen remercie les élus qui se sont prêtés à un exercice difficile en venant débattre avec les citoyens, surtout sur un sujet comme celui-là. Exercice difficile, mais ô combien utile à la démocratie. Notre prochain débat aura lieu le 16 novembre. Le thème précis reste à déterminer, mais le sujet tournera autour de l'agriculture. Et merci à tous.